Voilà et bien, bonjour à tous et merci, d'être parmi nous pour ce, nouveau, café de la data. Alors aujourd'hui, il est, consacré en fait au suivi de l'occupation du sol à grande échelle, dans le Grand Est et c'est, Amandine, notre collègue qui va vous, présenter en fait le contexte en fait de ce projet et les outils qui permettent, voilà de suivre la consommation, des territoires, sujet éminemment, sensible actuellement, vu le contexte réglementaire et les objectifs de consommation, que l'on a. Et sans tarder, donc je vais laisser la parole à Amandine. Sachez que vous pouvez intervenir, soit directement dans le chat pour, poser des questions, soit en prenant la parole, en activant votre micro. Voilà, c'est parti pour une demi heure et je passe la parole à Amandine. Merci. Oui, donc n'hésitez pas à interagir, hein. J'ai vu que Théologis avait déjà levé la main, donc c'était peut-être une erreur de manip. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous poser vos questions au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de vous présenter un tableau de bord qui est dédié au suivi de la consommation des espaces. Il a été mis en œuvre dans le cadre de la production de l'occupation des sols régionale à grande échelle, dite OCS GE2. Donc en fait, je vais partager mon écran et puis peut-être aussi couper la caméra pour se prémunir de soucis techniques. Voilà, donc avant de s'intéresser à l'outil en soi, donc je vais rappeler quand même un petit peu le contexte du projet et de cette production. Donc en fait, il s'agit de disposer d'une donnée de référence homogène et fiable sur l'ensemble du territoire régional, donc pour pouvoir observer en fait les composantes du sol à différentes échelles. Ces données en fait décrivent la couverture, par exemple si c'est un bâtiment, un cours d'eau, une forêt, mais aussi l'usage des sols, si c'est de l'habitat, de l'activité ou encore par exemple une culture. C'est un projet de longue haleine, si on peut dire, qui a démarré en 2016. La production, elle a été faite par département et elle vient d'être finalisée donc en décembre dernier. C'est un projet qui s'inscrit donc dans le cadre de la dynamique Data Grand Est et qu'on a co-construit dès le démarrage avec l'ensemble des acteurs du territoire, de la définition des spécifications au contrôle qualité ou encore plus récemment à la définition des produits et des services à valeur ajoutée. Donc on dispose aujourd'hui de toute une palette d'informations de qualité. Elle a été évaluée à 90%, donc ce qui est plutôt pas mal, sur l'ensemble du périmètre régional, à une précision fine qui varie de 50 mètres carrés à 1000 mètres carrés, selon 53 postes de nomenclature. Et ce, pour deux dates, j'y reviendrai après, un millésime 2019 et un millésime 2010. Je précise aussi qu'il y a un niveau supplémentaire qui a été produit sur les milieux artificialisés en insérant la notion de perméabilité des sols. Donc finalement, la connaissance et le suivi de la consommation des espaces permettent de répondre à de nombreux enjeux au niveau régional, mais aussi local. Au niveau régional, on peut penser aux indicateurs de suivi dans le cadre du SRADET, par exemple. Donc j'en profite pour excuser Benoît Leplomb qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu. Mais aussi, on peut, par exemple, penser aussi aux indicateurs pour le suivi dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc, par exemple, on va commencer à travailler sur la dégradation des espaces naturels. Et au niveau local, donc pour des usages plus locaux, on peut citer les suivis et les bilans de Scott, mais aussi les bilans la définition des chartes des parcs naturels, mais encore l'élaboration des PLUI. Donc en fait, on a une page qui est vraiment dédiée à ce projet sur Data Grand Est. Je vais y revenir avec vous présenter toutes les ressources qui sont disponibles. Et donc là, on parlait des usages. On a fait le choix de valoriser donc des cas d'usage, des retours d'expérience, donc de la part de différents acteurs. Donc là, vous en avez déjà 9 à votre disposition pour voir comment donc les données
sont utilisées. Donc, on a par exemple des agences d'urbanisme qui témoignent dans le cadre du suivi de la consommation foncière, l'usage de l'OCS, les perspectives, donc dans le cadre du SRADET, avec donc le témoignage de notre collègue Benoît, mais aussi par exemple l'Odonat qui nous présente une étude sur la connectivité des prairies. Donc en fait, quand on arrive sur cette page, comme je le disais, on arrive à un ensemble de ressources. Donc en premier lieu, on peut accéder au site que je vais vous présenter après, qui a été développé avec l'un des 7 prestataires qui a participé au projet. Vous avez la possibilité d'accéder à des portraits de territoire. Donc j'y reviendrai aussi plus tard dans le détail. Ce sont des portraits synthétiques de 2 pages avec des chiffres clés donc, sur l'état de l'occupation des sols en 2019 et les évolutions. Ce sont des portraits en fait qu'on a imaginés à destination des élus ou enfin en tout cas, d'un public qui souhaite avoir un premier niveau d'information, donc très synthétique, que ce soit au niveau régional, départemental, sur les SCOT, sur les parcs ou encore, sur les EPCI. Donc je vous présenterai plus tard le portrait régional, donc vous pouvez soit les télécharger, soit les consulter directement. Alors, comme je le disais, vous avez l'ensemble des cas d'usage et qui sera alimenté au fur et à mesure aussi des différents retours qu'on a de la part des acteurs. Vous avez la possibilité de télécharger les données brutes. Ce qui peut vous intéresser aussi, ce sont les chiffres clés, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'accéder selon différents territoires, donc c'est toujours les mêmes, hein, région, département, SCOT, PNR, EPCI, là aussi communes, les données d'état et d'évolution ou alors de mutation, selon les différents niveaux de la nomenclature, vous pouvez télécharger donc ces données au format XLS pour ensuite faire vos propres calculs, propres indicateurs. Ensuite, on a la possibilité d'accéder à des données dites d'enrichissement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en plus du cœur d'information, si on peut l'appeler comme ça, donc de ce noyau occupation des sols, on a fait le choix de produire des données d'enrichissement, des données complémentaires sur des milieux qu'on a identifiés à enjeu pour pallier aussi aux limites de méthodologie. Je m'explique, en fait, l'occupation des sols est produite essentiellement à partir d'interprétations de photographies aériennes. Et donc, on a fait le choix d'aller un petit peu plus loin selon des méthodes innovantes. Là, avec le CEREMA Hauts-de-France, on a travaillé à la qualification des emprises d'activité à partir des fichiers fonciers. En fait, ils sont repartis des emprises de l'occupation, identifiées par photo-interprétation, et ils les ont redécoupées et requalifiées selon une typologie plus fine à partir des fichiers fonciers. Donc, on a les informations disponibles pour 2019, donc pour les 10 départements. On a ensuite des informations sur les emprises militaires, puisque là aussi, en fait, vraiment tout au long des process et de l'animation, en fait, avec le groupe de travail régional, est remonté le besoin d'avoir des données un petit peu plus fines sur les emprises militaires, puisqu'aujourd'hui, en fait, elles sont classées dans l'artificialisé. Mais peut-être pour éviter ce risque de surestimation de l'artificialisation ou de pouvoir étudier les enjeux environnementaux au sein de ces emprises, on a fait le choix de les redécouper selon leur couverture, donc avec une entrée couverture et non usage pour des croisements complémentaires. Et donc là, on n'a pas encore les données disponibles, mais ça devrait être le cas normalement d'ici fin avril. On a travaillé également avec l'Université de Strasbourg sur le potentiel de l'imagerie à haute fréquence pour pouvoir, d'une part, identifier et qualifier la tâche artificialisée et son suivi dans le temps. Donc là, en fait, on a fonctionné comme avec le CEREMA Hauts-de-France. Il y a eu une première phase exploratoire qui a été concluante et on a pu rentrer ensuite en phase de production. Donc ce sont des méthodes qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Et donc, ils sont en train de produire cette tâche artificialisée sur 2018 jusqu'à 2021, donc de manière annuelle, à partir, donc, comme je le disais, des images satellitaires à haute fréquence. Donc, ces données-là seront à votre disposition dès le mois d'avril. Et on continue à travailler en parallèle sur d'autres milieux à enjeu, les prairies notamment, leur qualification
selon leur caractère permanent ou non, ou selon leur caractère aussi humide, en lien avec le groupe projet et dont je crois certains d'entre vous sont également associés. Donc pour finir sur la page, on a également tout un tas de guides d'utilisation, la nomenclature, des tutoriels vidéo aussi, donc là qui s'adressent plutôt à ceux qui utiliseront la donnée sous SIG avec les outils bureautiques, et puis bien évidemment tous les comptes rendus et les documents relatifs aux différentes réunions. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de vous présenter donc le tableau de bord qui a été mis en place, peut-être couper tous les onglets, avec notre prestataire. Alors je vous précise tout de suite que là il s'agit d'une V1 et qu'il y a une V2 qui est quasiment finalisée, qui offre de nouvelles fonctionnalités. Donc, je vous les présenterai un petit peu au fur et à mesure et qui sera disponible d'ici le mois d'avril aussi. Donc là, en fait, alors ça dépend des écrans. Moi, là, sur le portable, on ne voit peut-être pas très bien, mais normalement, on arrive bien sur la vue régionale. Et donc, vous avez tout de suite la possibilité d'identifier donc les 2 millésimes, de les comparer. Alors, c'est sûr qu'à cette échelle, pour bien voir à l'échelle régionale, pour bien voir les évolutions, donc il faut aller sur des gros chantiers. Là, par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit le tracé de la ligne LGV en 2019. Et puis, on ne le voit pas en 2010, puisque les travaux avaient démarré donc au mois d'août. Donc, on a la possibilité de faire une recherche par niveau communal. Et donc, en fait, sur la... Si je cherche, par exemple, sur la ville de Metz. Donc, à savoir que dans la V2, vous aurez la possibilité de faire une recherche aussi par EPCI ou par territoire de SCOT ou par parc. Voilà, donc aujourd'hui, on a cette fonctionnalité-là. Si je me déplace dans la carte, donc j'espère que vous voyez bien, en fait, il y a un affichage dynamique de la légende qui permet donc d'avoir l'information sur les différentes emprises qui ont été cartographiées. Donc là, par exemple, on voit sur le centre-ville, toute la typologie, morphologie sur l'habitat, les équipements. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, il y a ce fameux niveau 5 qu'on a produit qui a été produit sur les milieux donc artificialisés, qui nous permet d'avoir une information donc sur le caractère perméable ou non. Et quand on est sur l'imperméable, de savoir si c'est du bâti ou du non bâti. Donc là, il y a un intérêt en termes d'usage, par exemple, pour étudier tout ce qui est ruissellement, risque inondation, ou encore là en milieu urbain sur les îlots de chaleur. Alors là, on n'a pas encore la fonctionnalité de retour à la vue régionale. Je vais juste faire comme ça pour y accéder plus facilement, mais sur la V2, on aura cette possibilité. Et vous avez également là sur la gauche la possibilité donc d'afficher différents périmètres. Donc, je me répète, mais départements, SCOT, parc, EPCI et les communes, par exemple. Voilà. Donc, si on veut aller plus loin, donc par exemple, si je prends la commune de Commercy. Donc là, en fait, on a toujours la même situation. On voit sur la droite, donc on a quelques informations clés sur la commune, sa superficie et le millésime des données. Alors c'est vrai que communément, on dit que l'OCS, elle est de 2010, elle est de millésime 2010-2019. Dans les faits, ça varie en fait par département entre 2018 et 2019 et pour le millésime historique entre 2007 et 2010. Pourquoi? Parce que, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'occupation des sols est produite par photo-interprétation. Et donc, on a des photographies aériennes en fait de millésimes différents d'un territoire à l'autre, puisque c'est très compliqué, vous l'imaginez, de voler l'ensemble de la région en une année. Donc, on arrive sur de premiers chiffres clés de niveau 1. Donc là, pour la commune de Commercy, je vois par exemple que on a 26% du territoire de la commune qui est artificialisé. Et donc, on a eu une évolution
plus ou moins importante de 2,55% sur la période. On voit une évolution un peu plus forte sur l'imperméable bâti, par exemple, et on a ces informations, et surtout sur le non bâti, on voit quasiment plus 7%. Et on a ces informations donc clés de niveau 1 qu'on va pouvoir comparer en fait aux dynamiques du territoire d'appartenance de la commune. Par exemple, à son EPCI d'appartenance, à son SCOT d'appartenance ou encore au département. Donc là, par exemple, sur la commune, ce qu'on peut voir aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a l'affichage des différents millésimes. Donc là, par exemple, alors on peut déjà se faire une première idée des évolutions en termes de visualisation. Donc dans la V2, ce qui sera inséré, c'est une fonctionnalité de swipe, c'est-à-dire en fait que par jeu de transparence, on pourra glisser en fait la souris et afficher le millésime 2010 et le millésime 2019, ce qui permettra de comparer peut-être plus finement, ou en tout cas de détecter visuellement plus finement les évolutions. Et on aura aussi la possibilité de superposer les données, mettre des fonds de photographie aérienne en dessous qui correspondent aux différents millésimes. Mais là, par exemple, si on regarde un petit peu sur cette emprise-là, donc je peux mettre la légende qui correspond en fait à une emprise militaire. Donc là, on voit bien l'évolution de l'emprise en 2010 et son évolution en 2019, où finalement on voit qu'il y a un espace d'activité qui a été créé ici. En fait, c'est le centre de formation Cockerill, et on voit tout cet espace aussi en transition. Donc on peut supposer en chantier sur ces anciennes emprises. Donc on a aussi des notions pour étudier plus finement les reconversions de friches, par exemple. Alors, si je reviens, juste que j'enlève. Alors, si je reviens sur mes chiffres clés donc à la commune, que je vous rappelle, on peut avoir aux différents territoires. Si je viens en bas, j'ai 4 fonctionnalités. Une fonctionnalité d'impression. Je ne vais pas vous la présenter parce qu'elle n'est pas consolidée, elle le sera dans la V2. On peut accéder directement, enfin retourner sur la page projet Data Grand Est pour accéder aux données brutes, ainsi qu'accéder au portrait territoire. Et on a ici la possibilité d'accéder à des analyses plus avancées. Alors, ce que je vous propose avant d'aller dans le détail sur la commune de Commercy, c'est de revenir en fait au portrait de territoire et peut-être juste de visualiser très rapidement ce à quoi ça ressemble, et notamment pour le niveau régional. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ça prend la forme en fait c'est très synthétique, d'un 2 pages avec des chiffres clés au niveau 1 et 2 de la nomenclature. Donc là, par exemple, on voit donc au niveau régional, donc on a une région qui est majoritairement agricole et forestière, donc à près de 90%. Et si on regarde les évolutions, on voit quand même donc on a eu quasiment 4% d'augmentation de l'artificialisé donc sur les 10 dernières années. Donc ça fait quand même écho aussi à tous les enjeux actuels en termes d'atteinte du zéro artificialisation net. C'est encore plus parlant si on regarde justement les évolutions au niveau de la perméabilité. Donc on voit qu'on est quasiment à plus 7% sur le bâti et presque 5% sur le non bâti. Donc là, on est plus par exemple sur les parkings. Sur la deuxième page, on rentre un peu plus dans le détail. Donc au niveau 2, vous voyez en fait la répartition des postes et leurs évolutions. Donc là, on voit finalement que les évolutions les plus marquantes sont les gains de terres arables et les pertes en surface forestière. Et ensuite, on peut s'intéresser plus finement aux mutations et à leur trajectoire. Donc on se rend compte que sur la période, en fait, sur quasiment 10 ans, au niveau de la région, on a 1% du territoire qui a muté. Les mutations, c'est bien l'ensemble des gains et des pertes. On voit que sur ces 1%, finalement, on a
quasiment la moitié, donc ça représente 23 587 hectares qui ont muté vers de l'artificialisé, donc sans surprise. Et sur ce stock-là, sur ces 23 500 hectares, on voit que finalement, on a 86% pardon, des territoires qui étaient agricoles. Après, on peut s'intéresser, donc sans parler que de l'artificialisé, mais en fait, on a ce même schéma, ces mêmes informations de mutation donc pour les différents types. Et là, donc, on voit par exemple que les mutations vers les territoires agricoles provenaient majoritairement du forestier. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des portraits que vous avez à votre disposition. Donc je le répète sur l'ensemble des EPCI, mais aussi des parcs et des SCOT. Je vais juste revenir au site. Alors en sachant que là, les informations sur la V1, les informations au niveau régional ne sont pas encore... ça fonctionne pas. Ne sont pas encore disponibles. Par contre, sur la V2, je ne vous ai pas présenté la page d'accueil, mais sur la V2, on aura directement les chiffres clés régionaux. Je reviens juste sur Commercy pour vous présenter des indicateurs donc dits avancés. Donc là, en fait, par grande composante du territoire, donc au niveau de l'artificialisé, forestier, surface en eau, milieu humide et territoire agricole, on accède à des indicateurs plus fins qui ont été traités au niveau 3, voire 4 de la nomenclature. Je vais y revenir. Enfin, je vois que l'heure tourne assez rapidement. Et on a aussi la possibilité pour chaque niveau d'avoir des informations sur les évolutions. Donc là, par exemple, si on s'intéresse à l'artificialisation, donc en fait, pour chaque millésime, on a le détail donc, du stock en 2019 et du stock en 2010. Donc là, on voit que c'est quand même une commune. Alors, on l'a peut-être vu, on le voyait à l'écran, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais oui, on a quand même de nombreuses emprises militaires. Alors après, on peut aller plus loin aussi sur l'urbanisation. Donc là où on voit les répartitions de l'habitat, des équipements, des activités économiques aussi, ce qui permet un peu de voir les gains et l'évolution sur la période, les infrastructures. On peut étudier plus finement la morphologie de l'habitat. Donc on peut voir que sur la commune, finalement, on a peu de collectifs. On est plutôt sur du bâti individuel dense et du lâche. Bon, ce qui correspond de toute façon aux morphologies aussi en région. Donc sur les emprises d'activité, donc on a la distinction en fait dans la nomenclature entre les emprises à dominante industrielle, à dominante commerciale, du mixte, et on a aussi les informations sur les anciennes emprises d'activité. Donc là, on voit par exemple sur les emprises militaires que c'est aussi les postes les plus importants au regard des emprises d'activité. Donc là, on a aussi un détail sur les notions de perméabilité, d'imperméabilité sur l'habitat, mais aussi sur les équipements, les activités et les infrastructures. On a des informations sur les pertes. Ça peut paraître étonnant, mais on a quand même quelques pertes de surface artificialisées, donc au profit d'autres zones agricoles et de formations naturelles herbacées et arbustives. Et sur les gains, donc on voit que vraiment les mutations ont été vraiment en faveur au profit des activités économiques sur la période, plus que sur de l'habitat par exemple ou de l'équipement. Et on peut aller
plus finement dans l'identification des mutations avec leur trajectoire. Donc, par exemple, là, on voit qu'on a 14 hectares de terres agricoles qui ont muté sur de l'activité éco sur la période. Donc, 14 hectares, pour vous donner un ordre de grandeur, bah, c'est à peu près 14 terrains de foot. Donc, voilà. Donc, en fait, on a ces informations-là. Là, par exemple, on voit qu'on a 5 hectares qui ont muté sur de l'habitat. Et on retrouve donc ces informations-là pour les différents postes. Ah, alors, je vois que l'heure avance, donc je vais juste pour vous montrer, et puis je vous laisserai aussi tout le loisir de découvrir le site et de revenir vers nous si vous avez des questions. En fait, donc là, pour les différents milieux, on suit toujours la même structuration, hein. Donc là, on a ces mêmes informations pour les territoires forestiers. Où là, par exemple, bah, on voit qu'il y a une perte de près de 400 hectares bah, sur les coupes à blanc et les jeunes plantations, bah, au profit des formations préforestières, hein, puisque les arbres ont poussé en fait sur la période. Et donc sur les pertes, les gains, et de la même manière les différentes trajectoires. Donc, je voulais vous présenter plus en détail les autres indicateurs, mais comme ça avance, je vais peut-être pas m'attarder dessus. Peut-être quand même donc vous dire aussi, c'est vrai que je ne pense pas l'avoir dit, que sur la V2, on aurait une fonctionnalité, je parlais de la légende en fait, hein, et de l'affichage dynamique. On aurait une fonctionnalité d'infobulle, c'est-à-dire que quand vous cliquerez sur une emprise, donc là par exemple de l'habitat, donc on verra, hein, que c'est du bâti continu, et on aura aussi directement la superficie de cette emprise-là. Voilà, donc avec de nouvelles fonctionnalités qui ont été travaillées avec l'ensemble du groupe projet, hein, selon les besoins utilisateurs, qui sera disponible au mois d'avril. Et en termes de perspective sur le projet, donc on continue aussi à travailler sur les données d'enrichissement dont j'ai parlé avec l'Université de Strasbourg, et on prévoit la mise à jour de ces informations d'ici la fin de l'année, puisqu'on a des photographies aériennes de 2021 déjà pour 3 départements, et les 7 autres devraient pouvoir être volés en 2022 si les conditions météo le permettent, ainsi que les autorisations de vol. Je vais peut-être m'arrêter là parce que Voilà, ben, merci beaucoup, Amandine, pour cette présentation qui est très, très complète et qui montre, bah, justement le potentiel de cette donnée d'occupation du sol à grande échelle pour répondre en fait à tous les enjeux et qui concernent en fait la région, hein, notamment, mais pas que, autour, ben, de la réglementation, mais aussi, des projets de SRADET, hein, qui vont, bah, évoluer là dans les mois, qui viennent, sur des problématiques tant, d'artificialisation qu'environnementales. Voilà, donc vraiment une donnée, qui est, à usage multiple. Et puis, dans ce projet-là, la valeur ajoutée qui était, de constituer avec le groupe de travail parties prenantes, ce tableau de bord pour vous permettre de vous approprier plus facilement, bah, des éléments de connaissance de manière relativement instantanée, autour de cette consommation, des espaces. Alors il y a, 2 questions. Une première d'Émilie, qui demande s'il est possible de, prévoir une échelle de territoire sur d'autres périmètres, par exemple les sages. bon, a priori, oui, puisqu'on n'est pas contraint. Enfin, il faudrait qu'on étudie vraiment le besoin, mais oui, après sur le visualisateur, pardon, on n'est pas du tout contraint en termes de territoire, hein. On pourrait très bien mettre les sages, les périmètres de sages. Je reviendrai vers Émilie pour en discuter peut-être Ouais. plus dans le détail. Voilà, donc ça et donc une autre, question de Stéphanie qui dit: «À quand cette fonctionnalité disponible à l'échelle régionale?»
Là, je crois que tu as déjà répondu Eh à la... ben oui, donc ça sera sur la V2, donc qui est quasiment stabilisée, finalisée, qui devrait être dispo au mois d'avril. Encore un petit mois où on aura les données. Et en attendant, le portrait de territoire avec les données ou les informations aussi statistiques disponibles au format XLS sur la page Data Grand Est qui peuvent permettre d'avoir de premiers indicateurs. Oui. Alors effectivement, toutes les données en fait mises à disposition permettent en fait hein, d'avoir les données. Simplement, elles sont accessibles de manière plus ou moins instantanée selon les cas, selon le besoin particulier ou Mm. territorial identifié. Ben, il faut faire le calcul soi-même. Voilà. Donc, mais l'idée, c'était vraiment de mettre à disposition un tableau de bord qui en fait, réponde à un maximum de demandes Mm. courantes, en fait. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que enfin là on parle des données stats, des portraits territoires. On a vraiment essayé aussi d'imaginer tout un panel de produits en fonction des différents usagers, de leur niveau d'usage, de leur profil aussi. Mais donc voilà, ça se déploie au fur et à mesure, mais en tout cas, les données régionales, enfin, on peut reconstituer les indicateurs et puis on peut vous appuyer aussi hein, bon, de toute façon, on travaille déjà avec Stéphanie dans le cadre de l'observatoire à ces fins-là. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est de conclure en fait cette séquence. Sachez qu'on est à votre disposition hein, pour vous appuyer dans la prise en main du tableau de bord si vous le souhaitez. Là, vous avez vraiment eu une présentation synthétique qui montre vraiment le potentiel et le panel des fonctionnalités de l'outil. Mais n'hésitez pas à aller consulter le tableau de bord, les données, les portraits de territoire pour vous emparer de ces données et pour qu'elles puissent vraiment contribuer en fait euh, à l'exercice en fait des questions et des problématiques, des compétences que vous avez. On va donc conclure là. Tout ça pour vous dire que le prochain Café de la Data, eh bien, ce sera le vendredi 25 mars à 9 heures. Et le sujet pressenti concernera en fait des questions d'amélioration du cadre de vie et de l'attractivité des Ardennes, puisqu'en fait, il y a un projet de collecte et de valorisation des données qui a été monté sur ce territoire par rapport à cette problématique. Donc, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans un mois et d'ici là, bah, très belle journée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Amandine. Au revoir, merci, bonne journée.